Institute, vous avez créé, en fait, le CRI au départ, le Centre de recherche interdisciplinaire. Quelques mots. Pourquoi cette création et où en êtes-vous? Alors, l'interdisciplinarité, c'est une manière de combiner des intelligences différentes, affinées par des perspectives disciplinaires, pour résoudre des problèmes qu'aucune discipline ne saurait résoudre seule. Prenez le Covid, le changement climatique ou l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est pas juste un problème de biologie, ni un problème d'informatique ou un problème de climatologie. C'est aussi des problèmes de société. Il va falloir les adresser en combinant les disciplines pour les rendre intelligibles et pour essayer de trouver des solutions créatives et pertinentes aux problèmes de la société. Donc ça, c'est le besoin d'interdisciplinarité est toujours plus évident dans un monde toujours plus complexe. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on avait créé le Centre de recherche interdisciplinaire, qui était aussi un carrefour de rencontres intéressantes, un autre acronyme pour le CRI. Et oui, ça, je ne l'avais pas noté. Carrefour, ah oui, tout à fait, de rencontres intéressantes. Donc voilà, carrefour de rencontres intéressantes, je pense que ça fonctionne bien pour décrire ce qui se passe encore ici aujourd'hui. Learning Planet Institute, donc quand on avait écrit ce rapport sur la société apprenante, il se trouve que Audrey Azoulay, à ce moment-là, est devenue directrice générale de l'UNESCO et elle nous a demandé de réfléchir à l'étape suivante. Donc la société apprenante planétaire, ça amène à une planète apprenante. Donc on a on a changé de nom pour être plus international, plus visible. Et donc on a organisé par exemple Learning Planet Festival, le Festival de l'apprendre en français, ces jours-ci, autour du 24 janvier, Journée nationale de l'éducation, et on a eu des participants dans 191 pays. On a eu 70 000 participants, on a eu 600 événements, dont plusieurs centaines en France. Mais donc cette capacité à apprendre les uns des autres à travers la planète, puisqu'on est tous confrontés à un certain nombre de problèmes globaux. Encore une fois, Covid, changement climatique ou arrivée de l'IA, c'est des problèmes auxquels toutes les sociétés sont confrontées. Mais je prends juste par exemple l'exemple du Covid parce qu'il est très clair. Moi, j'ai rencontré des médecins français, des médecins parisiens aux urgences, qui avaient appris des médecins strasbourgeois où le Covid était arrivé avant, qui avaient appris des médecins italiens où le Covid était arrivé avant, qui avaient appris des médecins chinois. Donc on voit bien que cette circulation de la connaissance et de l'information en temps réel nous permet d'anticiper un petit peu sur un certain nombre de défis et de crises auxquels on est confronté. On va terminer cet entretien dont je vous remercie, qui est à destination des amopaliens. Alors les amopaliens, ce sont les personnes qui se retrouvent dans l'association des membres de l'Ordre des Palmes académiques qui organise son prochain congrès à Tours sur un thème. Je voulais vous y associer à ce thème. Et vous y associer, c'était vous poser une question. Cette question, c'est aujourd'hui, c'est le demain d'hier. Donc hier, vous regardiez l'avenir en pensant peut-être à ce qui se passerait aujourd'hui. Alors, je suppose qu'aujourd'hui, vous portez votre regard vraiment encore sur demain. Selon vous, quels sont les grands défis qui se présentent devant les jeunes et devant l'éducation des jeunes en particulier? Alors, d'abord, je suis très sensible à cette communauté, donc j'ai l'honneur de faire partie des êtres palmés. Mais plus sérieusement, ce que je voulais dire, c'est que il y a aujourd'hui ce que pour un biologiste, on pourrait appeler une tragédie des communs planétaires. Donc la tragédie des communs, c'est on a une ressource en commun, par exemple les poissons dans un lac ou les poissons dans l'océan, et si on surexploite les poissons du lac, il n'y a plus de poissons dans le lac et on va mourir de faim. Et si on fait la même chose au niveau des océans, ils vont être vides et il n'y aura bientôt plus du plastique, etc. Donc on a des communs comme le climat, comme la qualité de l'air, la qualité de l'eau, qui sont en voie de dégradation très rapide. Ça a des impacts sur notre santé et sur notre survie. Et donc si les communs s'effondrent, l'ensemble de la communauté qui s'appuie sur ces communs peut s'effondrer. Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie, première femme à l'être d'ailleurs, avant Esther Duflo, a montré que pour éviter la tragédie des communs, il faut créer des règles du jeu communes. C'est assez intuitif, mais on voit bien qu'à l'échelle planétaire, ça n'existe pas. On n'a pas des règles du jeu communes pour régler le problème climatique. On essaye, chaque COP, on en parle, sauf que peu de gens respectent les règles du jeu, et donc on est déjà à plus 1,5, alors qu'on s'était juré qu'on ne le dépasserait pas. Et on pensait qu'on y serait en 2030 ou 2040, on y est déjà. Donc on voit bien que ces communs planétaires sont en danger. Et donc on a des communs naturels, on a aussi des communs intellectuels. L'éducation, la science, la démocratie sont des communs que les humains ont créés. Et on a aujourd'hui des communs digitaux. Internet,
les réseaux de satellites, les Wikipédia ou l'intelligence artificielle sont des formes de communs, l'open source informatique sont des communs digitaux. La question c'est, si certains privatisent ces communs et les surexploitent et les rendent inaccessibles aux autres, on augmente les inégalités et on risque l'effondrement des communs. Donc on a besoin de penser ces communs planétaires et des règles du jeu des communs planétaires. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas simplement penser les règles du jeu de la nation, ce que historiquement on a su faire, mais on voit bien que régulièrement les nations ne sont pas à la hauteur des enjeux planétaires. C'est pas la nation qui peut arrêter le Covid ou arrêter le changement climatique ou même arrêter les progrès de la technologie si tant est qu'il faille les arrêter. Donc en tout cas définir des règles éthiques d'utilisation de la technologie. Donc cette capacité-là, elle devient problématique. Donc on a pensé la citoyenneté depuis super longtemps. On a tous appris à l'école à être des bons citoyens. Ça a été pensé par Condorcet et tout un tas d'autres, le lien entre éducation, science et démocratie. Mais aujourd'hui, il faut penser ça à l'échelle planétaire. Et donc il faut repenser la citoyenneté. Et la citoyenneté, j'ai mis longtemps à oser la questionner parce qu'on ne nous permet pas toujours de questionner un certain nombre de choses à l'école et pas toujours après. Et la citoyenneté, en fait, ça naît avec les murs de la cité et avec des hommes en armes qui défendent les murs de la cité, aux armes citoyens. Et cette citoyenneté, les femmes n'étaient pas citoyennes parce qu'elles ne pouvaient pas avoir des armes. Les esclaves encore moins, parce qu'on ne voulait pas leur donner des armes. Et les enfants non plus. Et le migrant qui venait d'une autre cité, ou qui était né dans le village d'à côté, on ne lui donnait pas non plus la citoyenneté. À Athènes, par exemple. Donc la question, c'est que, historiquement, la citoyenneté n'est ni inclusive ni écologique. Et il y a quand même une espèce de péché originel dans cette histoire de la citoyenneté. Et donc, si on a besoin de repenser la citoyenneté planétaire, pour se donner des règles du jeu communes, il faut dépasser les limites de cette historique et géographique de la citoyenneté d'aujourd'hui et d'hier pour penser celle de demain. Et donc, moi, je propose le terme de planétoyenneté ou de planetizenship en anglais. On pourrait tous devenir des planétiseurs, donc des êtres humains capables de comprendre les limites planétaires et de défendre notre capacité à vivre ensemble pour les prochaines générations. Et éventuellement en étant plus inclusifs. Par exemple, pourquoi est-ce que les enfants n'ont pas le droit de vote? Pendant longtemps, les arguments qu'on évoque pour que les enfants ne votent pas aujourd'hui, c'est typiquement ceux qu'on évoquait pour que les femmes ne votent pas au XXe siècle et que les pauvres ne votent pas au XIXe et personne ne vote au XVIIIe. Donc, il faut au moins se poser la question. Et puis on peut même s'interroger sur l'avenir et quelle est la place des autres espèces. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a développé ce qu'on appelle les large language models, comme ChatGPT et tout un tas de choses que vous devez connaître. Mais il y a des chercheurs qui sont en train d'utiliser ces mêmes modèles pour essayer de comprendre le langage des baleines. Si on est capable de communiquer avec les baleines et qu'on discute avec elles de l'avenir de l'océan, peut-être qu'on fera des choses un poil plus raisonnables. Donc voilà, on n'a pas le monopole de l'intelligence, mais on a la capacité à s'interroger, à être réflexif sur d'où on vient, où on est, où on va, et essayer de réfléchir à effectivement ce qu'on sait du passé, comment on analyse notre présent et vers quel futur on se projette. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes il y a deux pics de créativité dans l'espèce humaine, autour de 5 ans et autour de l'adolescence. Et donc les jeunes sont plus créatifs que nous, qu'on le veuille ou non. Après, on peut essayer de rester jeune et d'être créatif à tout âge, mais fondamentalement, il y a une capacité à co-construire l'avenir avec cette jeunesse qui, à mon avis, est très inspirante. Et je ne suis pas le seul à le penser, même si je suis un peu d'un rêveur, I'm not the only one, comme dirait John Lennon. Le secrétaire général de l'ONU, Guterres, pendant le sommet Transformation de l'éducation à l'ONU en 2022, j'avais la chance d'être dans la salle et il a dit quelque chose qui m'a marqué à vie. Il a dit, il y a 4 manières d'interagir avec la jeunesse. La première, c'est de l'ignorer. La deuxième, c'est de faire semblant de l'écouter. Et il a dit, l'ONU et beaucoup d'autres institutions ont fait 1 et 2 pendant beaucoup trop longtemps. La troisième, c'est de dialoguer avec les jeunes. Et il dit, ça on a appris à le faire, mais on peut encore progresser. Et la quatrième, qui d'après lui reste à inventer, c'est co-construire l'avenir avec eux. Et donc cette capacité à co-construire l'avenir avec les jeunes, nous on essaie de le faire à notre petite échelle, on essaie de le faire au Learning Planet Institute, on essaie de le faire dans la ville la plus pauvre de France, à Grigny, avec l'ensemble des
des décideurs, y compris le maire qui est très motivé, et les plus jeunes, les enseignants et l'ensemble des acteurs éducatifs dans la première cité éducative de France. Grigny, c'était comme ça que c'est né. Donc, une espèce de laboratoire de l'innovation pédagogique et sociétale qui se produit à Grigny. On essaie de voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on co-construit une école, un lieu de sport ou un lieu de culture ou un quartier avec la jeunesse. Qu'est-ce que ça change quand on pense différemment? On essaye de travailler avec l'UNESCO sur, si on invite les jeunes du monde à définir une université de la planète, une Planetizen University, qui peut avoir le soutien de l'UNESCO, de l'Université des Nations Unies, tout un tas d'institutions. Donc qu'est-ce qui se passe si on donne la parole à cette génération pour co-construire? Co-construire, ça ne veut pas dire donner les clés du camion. Ça veut dire qu'on va apprendre ensemble et on va, de manière intergénérationnelle, inventer quelque chose que peut-être qu'aucune des générations seules ne saurait faire. Et c'est cette capacité collective à se projeter dans l'avenir, à imaginer des choses. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle 3000 ans d'utopie. Ça date pas d'hier, et il y a probablement encore des utopistes pour demain, et je pense qu'on en a besoin. Parce qu'une bonne partie de ce qui est devenu une réalité aujourd'hui a été imaginé hier. Et donc on a besoin de cette imagination, on a besoin de la développer. Et encore une fois, le fait qu'elle soit spontanément présente chez les plus jeunes fait qu'on se doit d'être à leur écoute et d'être capable de leur donner la parole et de co-construire avec eux l'avenir. Merci beaucoup François Tadei. Merci.